Alain. Je voudrais vous dire et vous présenter notre invité du jour, qui va donc nous entretenir aujourd'hui de la situation géopolitique de l'Afrique, aussi bien en termes militaires que géostratégiques, économiques et sanitaires. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Sahel, sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'écouter Alain, qui est membre de l'IFRI, qui est voire le plus grand think tank géopolitique et de relations internationales en France, qui est présidé par Thierry de Montbrial. Alain, je crois, en fait partie depuis plus de 14 ans, c'est bien ça, Alain. Et Alain a créé le Centre-Afrique. C'est donc le monsieur, entre guillemets, si je peux me permettre, le monsieur Afrique de l'IFRI. Alain est d'origine géographe, mais il est aussi un grand spécialiste des questions de sécurité et géographiquement, un grand spécialiste de l'Afrique subsaharienne et notamment, entre autres, du Sahel. Il est par ailleurs enseignant, chercheur et il a commis de nombreuses publications, que ce soit aussi bien des livres que de multiples articles. Donc nous avons ici avec nous je ne voudrais pas le faire rougir, mais peut-être le plus grand spécialiste des relations géopolitiques et géostratégiques avec l'Afrique. Donc Alain, merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager tes connaissances et je te cède la parole. Merci. Merci Étienne et merci Océane de cette invitation. Et après une présentation aussi laudative, je pourrais que vous décevoir, j'ai bien peur. Donc je vais vous parler successivement de la crise et de plusieurs sujets qui vont, à partir desquels on va réfléchir, à savoir la situation sécuritaire dans la bande sahélienne, un certain sentiment anti-français qui émerge en Afrique francophone. On va essayer de réfléchir autour de ça. Et on terminera par l'évolution de l'Afrique de l'Ouest et en particulier de pays comme la Côte d'Ivoire. J'essaierai de lier ces quatre thèmes entre eux. Alors, le Mali, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe en ce moment parce que vous êtes tous d'ardents lecteurs de la presse et vous savez très bien qu'on est en pleine transition, que le président de la transition vient d'être nommé, qu'il va former un gouvernement de transition d'ici la fin de la semaine, que c'est pas un militaire mais c'est un ancien militaire, ce qui répond à la pression amicale de la CEDEAO. Mais ce n'est pas de l'actualité chaude que je vais vous parler, c'est de comment on peut interpréter ce coup d'État du mois dernier et je vais vous proposer deux échelles de temps d'interprétation, c'est-à-dire je vais repartir un peu en arrière. La première échelle de temps, c'est une échelle assez récente, c'est comment expliquer ce coup d'État, tout simplement parce que la présidence d'Ibeka était complètement démonétisée et que finalement elle a été accueillie comme un soulagement dans la plupart des segments de la société malienne. Pourquoi le pouvoir d'Ibeka a été démonétisé? Parce que il a très peu fait avancer les accords d'Alger. Les problèmes sécuritaires sous sa présidence ne se sont pas résolus, voire se sont accentués. Quand on pense à la carte des zones touchées par les violences, elle s'est approfondie, agrandie, et notamment le centre du Mali est touché depuis plusieurs années, ce qui n'était pas le cas au début de la crise malienne de 2012-2013. Les Maliens dénonçaient le système de nomination familiale, notamment la place très importante de son fils Karim, mais pas uniquement. Et les Maliens avaient l'habitude de retourner un peu le premier slogan de la campagne électorale d'Ibeka en 2013, le Mali d'abord, et ils avaient détourné ce slogan pour dire la famille d'abord. Donc il y avait ces éléments très importants. Il y a eu, même si Ibeka à titre personnel évidemment n'y est pour rien certainement, l'enlèvement de Soumaïla Cissé, un de ses opposants. Je dis même s'il a rien à voir, mais beaucoup de Maliens lui reprochaient de ne pas faire assez d'efforts pour libérer cet opposant.
Il y a eu aussi les élections législatives qui se sont déroulées de manière très peu transparente. Il y a des résultats qui ont été annulés. On a dénoncé la Cour suprême. Donc il y avait un imbroglio et de problèmes qui ont amené des manifestations et surtout la création d'une plateforme de revendication au mois de juin, ce qu'on appelle le M5, qui est une plateforme de revendication où on retrouve à la fois des organisations de la société civile, des partis politiques et aussi des milieux religieux. Et rappelez-vous que ces revendications, elles ont débuté il y a 1 an. On peut faire l'affiliation par des manifestations sur l'état des routes. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête parce que ça va nous expliquer aussi la deuxième échelle de temps que je vais essayer maintenant de vous présenter. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, c'est pas simplement la crise du régime Ibeka. C'est une crise qui est bien plus ancienne et qu'on peut dater à l'arrivée de la démocratie et à l'arrivée de la création d'un parti, le parti ADEMA, qui a un peu regroupé au début des années 90 un peu toutes les forces politiques dynamiques. Et cet ADEMA est une matrice d'énormément de partis politiques aujourd'hui. La plupart des opposants, d'ailleurs, sont des anciens de l'ADEMA. Et ce qui fait que les oppositions sont très difficiles à lire dans le champ politique et le champ partidaire malien, qui par ailleurs est un champ particulièrement éclaté puisqu'on compte entre 150 et 200 partis politiques, comme vous le savez. Donc ça veut dire que des oppositions entre partis sont parfois factices, parfois les oppositions au sein de chaque parti sont plus importantes qu'entre les partis eux-mêmes, ce qui fait que les élections souvent ne sont pas vues par les Maliens comme une manière d'améliorer les choses. Beaucoup de Maliens pensent que ce qui sort des élections ne peut que ressembler à ce qui a été sorti des élections. Donc il y a un divorce de plus en plus important entre le processus de désignation des présidents ou des élus et la manière dont c'est ressenti par les populations maliennes. Et qu'est-ce que les Maliens reprochent à ce régime dont la matrice est, comme je vous disais, l'ADEMA, c'est une faillite totale, en fait, en matière de gouvernance et de corruption. Certains parlent aussi au Mali carrément d'État mafieux. Reprochent, par exemple, à l'armée d'être très politisée. Ce qui est une de ses faiblesses, c'est que les nominations, notamment de généraux, ne se font pas forcément toujours sur un critère méritocratique, mais il y a énormément de généraux qui ont été nommés dans le cadre de tentatives des présidents d'asseoir des bases électorales à travers des cooptations à caractère clientéliste. De la même manière, ces régimes d'ATT puis d'Ibeka ont beaucoup coopté des notables, puis à l'époque plus récente des groupes armés au nord, ont participé à des trafics, ont participé très très fortement à la dilapidation de l'aide. Donc c'est comme ça que ce régime qui a été renversé est perçu par de nombreux Maliens. C'est pas simplement, c'est là-dessus que j'insiste, c'est pas simplement Ibeka et sa gouvernance, c'est bien plus large que ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur la célérité, sur la pression internationale pour que le Mali fasse une transition courte. Moi, à titre personnel, et beaucoup de chercheurs sont dans cet état d'esprit, l'enjeu de la transition, c'est pas d'organiser dans 1 an des nouvelles élections, à mon avis, qui ne pourront, si des réformes de fond ne sont pas faites, que produire à nouveau un président qui certes sera élu, mais avec une base électorale assez faible. Depuis les élections du début des années 90, le nombre de votants n'a cessé de diminuer, actant une espèce de divorce de la population avec le processus électoral. Donc, il faut laisser le temps à cette transition de faire des réformes de fond et notamment d'appuyer et de légitimer un certain nombre d'institutions qui doivent mieux fonctionner et qui doivent tourner à plein régime. Je pense notamment, vous connaissez tous cette institution qui en fait du bon travail mais n'arrive pas à impacter véritablement les choses, qui est le vérificateur général,
qui est une commission qui a été mise en place en 2003 pour dénoncer les crimes économiques. Malheureusement, les dossiers qui étaient sortis par cette commission ne prospéraient pas en justice la plupart du temps. Donc, pour revenir au propos principal, l'enjeu, c'est pas d'organiser le plus rapidement possible des élections et de retour à des gouvernants civils et élus. L'enjeu, c'est que les forces politiques en présence, et quand je dis forces politiques, c'est pas simplement les partis politiques, vous me comprenez bien, c'est aussi les associations, c'est les mouvements religieux. Il faut que cette transition soit le moment au Mali de penser à ces choses-là. Les équilibres institutionnels, essayer d'éviter de revoir une présidence aussi dénuée de contre-pouvoir. C'est ça l'enjeu qu'il faut avoir en tête au Mali. Alors justement, beaucoup se sont posé la question en faisant l'analogie avec le coup d'État de 2012. Est-ce que le coup d'État que l'on a vu au Mali va affaiblir ou va avoir un impact sur la sécurité au Mali? Le coup d'État du mois dernier n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il était en 2012. En 2012, c'était une révolte des casernes qui a poussé un président dehors. Et d'ailleurs, on voyait que les représentants de ces militaires étaient des officiers subalternes. Ça n'est pas du tout le cas avec cette junte qui est arrivée au pouvoir, puisque ce sont des officiers supérieurs, surtout des colonels et moins des généraux, mais des officiers supérieurs qui ont plutôt qui sont plutôt valeureux. Et très rapidement, ils ont rencontré les partenaires du Mali, notamment les partenaires sécuritaires, et ont rassuré ces partenaires en disant que l'effort de l'armée malienne ne sera en aucun cas inhibé par cette transition politique. Néanmoins, la situation sécuritaire au Mali, comme dans l'ensemble du Sahel, est, comme vous le savez, en dégradation constante depuis ces dernières années. Les indicateurs que l'on peut prendre sont, je prends toujours les 5 mêmes. Regardez, comparez la carte de 2016 et de 2019, avec 2020 prolonge les tendances, que vous regardiez le nombre d'attaques, le nombre de victimes, le nombre de déplacés, la surface des zones touchées et aussi la prolifération des groupes armés, tous ces indicateurs sont en augmentation constante depuis 2016. Donc, on peut attendre un sursaut du G5, une meilleure collaboration, mais pour l'instant, on est dans une augmentation de ces cinq indicateurs. Plus d'attaques, plus de victimes, prolifération de nouveaux groupes armés. J'ai fait un pointage la semaine dernière des groupes armés simplement au nord du Mali. En 2012, vous en aviez 4. Aujourd'hui, on est, selon les comptabilités, entre 25 et 30. Donc, il faut bien comprendre, évidemment, ils ne sont pas tous djihadistes, ils ne sont pas tous contre l'État malien, il y a beaucoup de groupes d'autodéfense avec une sociologie très communautaire, mais ça rend beaucoup plus complexe le retour à une paix civile, puisqu'on a beaucoup plus d'acteurs armés. Autre point d'inquiétude, c'est que les appareils sécuritaires au Sahel sont en difficulté. Évidemment, il y a des appareils sécuritaires plus en état de marche, comme celui du Tchad ou de la Mauritanie, qui sont finalement peu touchés par le terrorisme. Mais au Niger et surtout au Burkina Faso et au Mali, on a vraiment une très grande difficulté de ces deux derniers appareils sécuritaires. J'en veux comme preuve ce qui s'est passé au deuxième semestre de l'année 2019. Jusqu'alors, évidemment, on avait des affrontements entre groupes djihadistes et forces de sécurité. Généralement, c'était plutôt en brousse, sous forme d'attaques surprises en brousse. Au deuxième semestre 2019, les attaques, notamment, ça a été mentionné tout à l'heure, de l'État islamique au Grand Sahara, se sont concentrées sur un certain nombre de bases militaires. Et en termes militaires, c'est pas du tout la même chose d'attaquer quelqu'un en race campagne et d'attaquer quelqu'un qui est dans une position défensive. À plusieurs reprises, au Mali, au Niger et au Burkina Faso,
des camps ont été attaqués et les militaires ont dû partir. Donc, c'était la situation qui a présidé à cette espèce de sursaut qui a été voulu notamment par le président Macron et d'organiser le sommet de Pau. Parce qu'il y avait une dégradation très très forte de la situation sécuritaire au deuxième semestre 2019. Et puis, il y avait, on va y venir juste après, ce sentiment anti-français qui était de plus en plus visible dans les manifestations et aussi sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'a amené le sommet de Pau? On a tenté de remobiliser, de mettre en place une meilleure coopération entre les acteurs militaires, d'essayer que les reconquêtes de territoires par les armées s'accompagnent de reconquêtes des territoires par les États, et aussi à pousser la force conjointe du G5 Sahel, qui jusqu'alors n'avait pas fait beaucoup de preuves de son efficience et de son efficacité, à un peu se mobiliser pour obtenir des résultats. Je vous rappelle que pour la France, c'est très très important parce que Barkhane la France pourra diminuer sa voilure sécuritaire au Sahel que si la force conjointe du G5 Sahel prend le relais. Parce que c'est pas la MINUSMA qui a un mandat juste pour le nord, pour le Mali, et qui n'est pas un mandat offensif qui pourra remplacer ce que fait Barkhane aujourd'hui. Alors justement, le sentiment anti-français, il est aujourd'hui de plus en plus fort au Sahel, mais aussi dans l'ensemble du monde francophone africain. Et je vais m'appuyer pour cette partie sur un article dont je vous recommande vraiment la lecture parce que c'est un article vraiment très intelligent qui est paru dans la revue Esprit du mois de juillet-août de cette année et qui a été rédigé par un monsieur qui s'appelle François Giovalucci, qui s'appelle Afrique-France, les miroirs grossissants. Alors, il travaille, monsieur Giovalucci, sur le sentiment anti-français. Évidemment, c'est un discours. Un discours, il s'appuie pas forcément sur des faits, il s'appuie sur des représentations. Mais c'est pas parce que ces représentations peuvent ne pas avoir de matérialité ou de réalité factuelle qu'il ne faut pas en tenir compte. Parce que les populations et même les gouvernants agissent en fonction plus des représentations que des faits concrets. Donc il ne faut pas balayer ça en disant c'est n'importe quoi, en disant ça va passer ou c'est juste conjoncturel, c'est une crise, c'est une fièvre. Non, lui, il montre au contraire que c'est quelque chose de très structurel dans beaucoup de sociétés d'Afrique francophone. Et il part de certaines anecdotes qui pris chacune de leur côté, sont effectivement assez drôles, assez rigolotes, mais qui dressent ensuite un tableau quand même très particulier. Quelques anecdotes de ces derniers mois, juste pour vous dire de quoi il s'agit. Par exemple, il cite une rumeur au premier semestre au Cameroun de la présence de biokamikazes français venus infecter les Camerounais, c'est-à-dire leur transmettre le Covid. Dans les opinions publiques et aussi chez les intellectuels, on parle du dépôt à la Banque de France comme contrepartie du soutien au franc CFA, comme un impôt colonial au Trésor français, comme si c'était une somme que l'on versait et qu'on ne reverrait jamais. Moi, à titre personnel, j'essaye d'accumuler des données là-dessus parce qu'on va travailler à l'IFRI là-dessus l'année prochaine, en 2021, parce que ça nous semble important à suivre. Vous avez, dans ces dernières semaines, vous avez par exemple des photos de Français avec des véhicules militaires et la légende, ça a circulé sur Twitter, c'était les Français livrent des véhicules aux djihadistes maliens. Et ces mêmes véhicules sont rodés par l'armée malienne avant qu'on les livre aux djihadistes. Ce sont des véhicules neufs, et puis l'armée les rôde, et puis après on les donne aux djihadistes. Ou alors, un tweet aussi qui faisait un parallèle un peu bizarre en disant
le Mali est un producteur d'or, il a tant de tonnes d'or dans ses réserves. La France n'a jamais produit d'or et elle a 10, 20, 100 fois plus de réserves d'or dans ses réserves. Donc, la France, forcément, vole de l'or au Mali. Donc alors, vous voyez, je vous disais, ces petites choses, c'est pas des petites choses, ces discours, ces points sont pris l'un dans l'autre, ça peut même faire sourire. Le problème, c'est que ça dénote une ambiance très, à notre avis, très délétère. Et François Giovalucci, qui a travaillé un peu sur ces discours, dit qu'il y a 3 thématiques qui reviennent de manière rémanente dans ces discours anti-français en Afrique. Il y a le franc CFA, un outil de contrôle des économies africaines. Il y a aussi un discours sur certaines entreprises françaises, surtout quand elles participent à des privatisations, voire quand elle a des stratégies qui peuvent être perçues comme monopolistiques dans certains pays. Donc il y a quelque chose dans le discours anti-français qui vient aussi de ça. Et il y a aussi, et c'est peut-être surtout, un discours contre les interventions militaires. Ainsi, l'intervention militaire au Sahel, en particulier au Mali, est constamment décriée par des segments de l'opinion publique malienne, mais aussi des intellectuels, comme une intervention qui a vocation à accaparer les ressources du Mali. Et pour prolonger un peu cette réflexion, dans ce sens, les Français sont certainement à l'origine du terrorisme au Mali, ce qui justifie leur présence. Alors là encore, ça peut nous faire sourire, mais c'est un discours qui a prise sur des parties des opinions publiques de ces pays. Et pas simplement chez l'homme de la rue, mais on le retrouve aussi dans le monde académique, dans le monde, même dans le monde sécuritaire. Hein, il faut avoir ça en tête. Et les représentations, je vous le répète une deuxième fois, sont pas à prendre à la légère, parce qu'elles peuvent nous paraître fausses, donc on pense que ça va passer, mais c'est quelque chose qui imprègne durablement. Alors moi, j'ai pas d'appareil de sondage d'opinion pour vous dire tant de Maliens pensent que. Vraisemblablement, c'est un discours plutôt urbain, plutôt dans les capitales, mais il faut prendre ça en compte. Il faut que l'État français prenne ça en compte. Il faut des contre-discours construits pour démonter un peu ces discours qui, par ailleurs, ont beaucoup de faiblesses, évidemment. Donc la France se retrouve aujourd'hui, et là je conclus cette partie, nous dit François Giovalucci, en fait la France a l'honneur d'être le bouc émissaire le plus utile des faillites des régimes, de certains régimes en Afrique. L'équation est la suivante. On a, par exemple, au Mali ou dans des pays du Sahel, des élites politiques qui ont failli, qui sont très corrompues, et derrière ça, le grand responsable, c'est Paris, parce que Paris, comme vous le savez, soutient tous les présidents. Il n'y a pas une élection qui se fait sans l'aval de Paris. Donc, en dernier ressort, le non-développement et la corruption, c'est dû à des responsabilités françaises. Donc ça, ce type de discours, qui peut nous paraître à nous ridicule, discutable, révoltant, tout ce que vous voulez, a prise. Et c'est pas quelque chose de conjoncturel seulement. Il faut avoir ça. Alors la seule consolation, c'est qu'on voit apparaître des boucs émissaires montants, notamment la Chine, qui jusqu'à il y a quelques mois ou encore 1 ou 2 ans était vue sous les meilleurs atours, mais avec la crise du Covid, avec ce qui s'est passé pour des ressortissants africains dans certaines villes du sud de la Chine, il y a un discours anti-chinois qui est en train de s'installer, alors pas seulement en Afrique francophone, mais dans l'Afrique, et peut-être nous avons des concurrents aussi dans le bashing. Et je terminerai, en espérant pas avoir été trop long, pour partie qui sera un peu conclusive, sur les évolutions régionales en Afrique de l'Ouest qu'on peut percevoir. La crise malienne a montré une réactivité de la CEDEAO, mais la CEDEAO a été, et là je n'engage que moi, à mon avis, extrêmement maladroite dans ses pressions. Par exemple, la première chose qu'a fait la CEDEAO,
on peut le comprendre d'un point de vue purement formel, c'est d'appeler au retour d'Ibeka. Évidemment, la CEDEAO n'a pas vocation à avaliser les coups d'État. Et donc, c'était normal que dans un premier temps, comme l'a fait Paris, comme on fait à peu près toutes les capitales et toutes les institutions, ils ont rappelé au retour du président. Sauf que la CEDEAO a beaucoup insisté, très longtemps, sur ce retour, alors que c'était la seule chose qui fédérait un peu l'opinion publique malienne. Donc il y a eu une incompréhension qui s'est installée entre l'opinion publique malienne et la CEDEAO, qui commençait à mettre en place des sanctions, d'ailleurs qui touchaient assez peu les membres de la junte et beaucoup les populations maliennes. Donc il y a eu une espèce au Mali, c'est très mal perçu la manière dont la CEDEAO a conduit cette médiation. Et ça a été interprété au Mali comme si la CEDEAO craignait une contagion, parce que certains présidents d'Afrique de l'Ouest, ça a été dit tout à l'heure, on a une série d'élections d'ici la fin de l'année qui est tout à fait impressionnante, craignaient pour eux-mêmes une révolte des casernes ou des manifestations qui viendraient mettre en cause leur réélection ou leur élection. Donc on est dans il y a 3 voisins du Mali qui connaissent cette année une élection. Vous avez la Guinée-Conakry, vous avez la Côte d'Ivoire et vous avez le Burkina Faso. Alors justement, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas du tout spécialiste de ce pays, mais on est dans une situation très particulière. Vous connaissez les faits. Juste ce que je veux vous dire, c'est que, et je me suis renseigné un peu à des collègues chercheurs qui sont sur place, on a depuis le début de l'été des manifestations qui ont été réprimées assez violemment et qui ensuite ont été interdites. Vous avez ce processus de sélection des candidats qui a avalisé la candidature du président sortant et 3 autres candidatures et qui a mis de côté des candidats, des poids lourds de la politique. Guillaume Soro, pour ne pas le nommer, et Laurent Gbagbo. Il y a des tensions de plus en plus fortes, et ce que me disent les gens sur place, c'est qu'on est de moins en moins dans la logique de dialogue et de plus en plus dans la logique de la confrontation. Vous avez suivi ces derniers jours, on a quand même Henri Konan Bédié, qui n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire, qui a appelé à la désobéissance civile. Alors, il n'a pas défini ce qu'il appelait la désobéissance civile, mais vraisemblablement, il s'agit de passer outre les interdictions de manifester et d'aller dans la rue pour contester le processus en cours. Donc, c'est très inquiétant, d'autant plus qu'il a reçu un soutien, alors pas politique, mais en tout cas un soutien dans cet appel à la désobéissance par le parti de Laurent Gbagbo et le parti de Guillaume Soro, le FPI et le GPS. Ça ne veut pas dire que ces 3 forces vont se coaliser politiquement pour soutenir Henri Konan Bédié, mais les spécialistes de la Côte d'Ivoire craignent des problèmes de manifestation trop durement réprimés qui généreraient un surcroît de violence. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui ne vous a pas échappé et évidemment la Côte d'Ivoire, une crise en Côte d'Ivoire n'aurait pas du tout les mêmes répercussions qu'une crise au Mali. Les tailles des économies ne sont pas du tout les mêmes et comme vous le savez, l'économie ivoirienne est celle qui est la plus régionalisée, dans le sens où le tissu d'industrie ivoirienne et les flux d'échanges se font avec l'ensemble de l'UEMOA. Donc il faut avoir ça en tête. Et je vais arrêter ici parce que sur la santé, je pense que l'intervention de tout à l'heure était tout à fait complète et impressionnante. Et dans les questions, je pourrais revenir sur l'histoire du Covid et ses conséquences, mais il me semble que l'intervention de tout à l'heure a été très complète. Voilà, je vous remercie de votre attention.